Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Nous sommes encore sur une interview cinéphile et aujourd'hui nous avons alors un membre ponctuel de Cinésphère qui a fait une émission avec nous qui était l'émission sur les comédies françaises et qui a fait aussi un quiz de Guillaume. Et nous sommes avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Est-ce que tu peux avant tout, déjà avant tout, je suis très content de t'avoir et que tu aies accepté de faire cette interview. Mais la joie est partagée, cher monsieur. Merci. Clairement, tu as vraiment une culture bien à toi, donc ça risque d'être vraiment intéressant. Là où avec genre Jérémy ou Benjamin, on va avoir quand même beaucoup de films qui vont se croiser. Je pense qu'avec toi, ça va être vraiment assez différent et que ça peut vraiment être cool. Et donc, si tu peux d'abord, pour commencer, juste te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Je suis Fred Valère, je suis comédien, auteur et metteur en scène et je vais bien, voilà, j'ai un certain âge et un âge certain, que dire d'autre. Et ça se voit même pas, vous le verriez, vous lui donnerez toujours moins. Merci. Non, mais merci. Hors taxe, je dois les avoir. Moi. Alors, on va commencer avec la première question. Est-ce que Oui. tu te souviens du premier film que tu as vu ? Ou en tout cas, quel Oui. est le premier film que tu te souviens avoir vu ? Ah, je m'en souviens très très bien. C'était La Folie des Grandeurs, voilà, de Gérard Houry, un magnifique film de 71 et j'étais vraiment pas âgé, mais il y avait même une légende autour de cela. Pour les rares que ça intéresse, hein, je regardais la Folie des Grandeurs et ma mère me racontait que j'ai tendu le doigt vers la télé en m'exclamant je veux faire ça. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment ce premier souvenir de cinéma à la maison et qui m'a donné envie. Mais De Funès, d'une manière générale, m'a donné envie de faire ce métier. Donc avec La Folie des Grandeurs, je ne pouvais que bien démarrer. Est-ce que tu regardais beaucoup de films quand tu étais enfant, en tout cas moins de 10 ans ? Énormément, Ah ouais. parce que c'était le seul échappatoire. Alors, c'est les années 80 et 90, donc il s'agissait de rentrer à la maison entre midi et 2 pour commencer un film, manger devant la télé et le soir faire ses devoirs le mieux possible hein, pour pouvoir s'en exonérer et vite rejoindre la télé pour finir le film, démarrer le midi. Donc oui, j'en ai regardé, j'en ai accumulé par centaines à cette époque-là, vraiment, peut-être même par milliers. Ah ouais. Ah oui, t'as toujours baigné là-dedans en fait, c'est un truc de fou. Toujours, oui, toujours, ouais. Et alors, La collection date de 84. Voilà, j'étais vraiment petit, ce n'est pas moi qui l'ai entamé, mais du moins c'est moi qui l'ai conservé en tout cas. alors je te pose une question hors interview de base, mais est-ce que t'as déjà pensé à faire de l'acting, mais en cinéma ? Le truc, alors déjà gamin, moi je voulais faire une école de cinéma, alors pas du tout pour jouer, mais pour réaliser. Mhm. Et rapidement, je me suis rendu compte que l'amour de jouer, pour moi, passait plutôt par le théâtre, là où je reste bien évidemment un grand aficionado, un grand amoureux du cinéma. Mais on vit dans une époque où, de nos jours, les gens n'essaient pas de faire du cinéma. Il faut que le cinéma les appelle. Donc je rassure tout le monde, hein. Si le cinéma m'appelait, j'irais en courant. Mais pour l'instant, il ne le fait pas, et il ne le fera peut-être jamais. Et je ne suis pas frustré au théâtre. Mais je devais faire une école de cinéma, puis rapidement, je me suis dit, tiens, quand même, une école de théâtre, jouer le plus possible, écrire et diriger les autres aussi d'ailleurs, produire, diffuser, exploiter. Mais justement, là, tu parles de comédie, enfin de jouer, pardon. Mais là, tu disais que tu voulais d'abord réaliser. C'est quand même, Oui. Même si c'est bien de passer d'abord par l'acting avant de faire de la direction déjà d'acteur, c'est vraiment ce qui est mieux pour moi comme parcours. Mais c'est quand même deux choses bien distinctes. Tu Bien pourrais sûr. vouloir jouer au théâtre, mais vouloir faire des films. Oui, il y aurait ça aussi, bien sûr. Mais encore une fois, hein, c'est une question d'opportunité. Bien Le sûr. coût du cinéma n'est pas du tout le coût du théâtre. Même si les deux sont très très élevés. Mais je rêvais de l'objet film
quand j'étais gamin, vraiment. Et faire un film qui puisse passer à la postérité, que ce soit un chef-d'œuvre ou un navet, a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, mais que je ne ferai peut-être jamais, mais dont j'ai rêvé longtemps, en tout cas. Voilà. Mais encore une fois, le métier que je fais n'est pas anodin par rapport à cette passion que j'ai du cinéma. Est-ce que tes parents t'ont montré des films? Est-ce qu'ils t'ont donné un goût pour l'amour du cinéma? Ou est-ce que c'est venu Ma un peu mère, tout seul? oui. Oui, ma mère, oui, absolument. Ma mère m'a toujours mis sur les rails de la musique, qui a failli être mon métier, du théâtre qui l'est, et du cinéma aussi, bien sûr, avec un très très grand éclectisme de sa part, vraiment. Mais elle s'est vite, enfin elle a vite été dépassée, la pauvre femme. Elle a très 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 vite été dépassée. Dans tous les domaines, hein, d'ailleurs. Elle n'en pouvait plus de la musique, elle n'en pouvait plus du théâtre, elle n'en pouvait plus du cinéma. Mais c'est toujours elle, ouais, qui m'a mis sur ces rails-là tout le temps, oui, vraiment. Elle était artiste elle-même? Non, pas du tout, elle était institutrice. Quel genre de film, maintenant on va grandir un petit peu, mais quel genre de film tu regardais adolescent? Adolescent, je regardais un peu plus ce qui était à la mode. Un tout petit peu plus. Alors, la mode de mon adolescence, c'est de la préhistoire maintenant. C'est la première moitié des années 90. Mais je regardais aussi, parce qu'on avait la chance d'avoir Canal Satellite à l'époque qui passait au kilo des films très intéressants et qui ne sont jamais passés à la postérité parce qu'ils n'ont jamais eu d'exploitation DVD derrière, donc ni Blu-ray. Ce sont des films qui se perdent et de toutes les époques. Donc j'étais à la fois très moderne et très classique. C'est un âge où j'allais voir les blockbusters, mais où aussi je découvrais le cinéma de Lubitsch, tout Truffaut, une partie de Chabrol, et où je découvrais aussi Guitry en passant par toutes les figurations que pouvait faire De Funès à l'époque. Voilà, c'était un âge classique, moderne et très littéraire aussi, parce que j'avais un chantage affectif tout à fait remarquable de ma mère qui me disait que pour Pagnol, par exemple, si je n'avais pas lu la pièce, il n'était pas question que je regarde le film. Donc je lisais avec plaisir tout Pagnol, ce qui était la clé pour pouvoir avoir la joie de le regarder sur grand écran. Et la Pagnol, c'est les années 30 aux années 50, donc ça n'était pas les blockbusters des années 90. Mais Mais c'était très riche, une adolescence très riche en découvertes. tu conseillerais faire pareil sommet. Aujourd'hui, tu conseillerais Oui, bien sûr. aux gens de lire avant de voir? Mais bien sûr, parce qu'il faut, quand le bouquin existe, il n'y a pas Bien systématiquement le roman qui Évidemment. précède le film, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Et puis parfois, si c'est l'inverse, si le film peut mener au roman, Oui. c'est formidable aussi. Voilà, ce sont des manœuvres différentes, mais ce sont toujours des manœuvres culturelles et louables pour cela, en tout cas. Mais oui, je le conseillerais, bien sûr. Je l'imposerais même, s'il fallait, voilà. Il ne faudrait pas me mettre ministre de l'Éducation nationale. Moi, c'est quelque chose ça marche dans l'autre sens, justement. Quand je vois un film, j'aime bien lire après Oui. ce dont ça a Mais été du moment adapté, que ça marche, c'est important que ça marche. Dans un sens ou dans l'autre, ça c'est la seule chose qui soit pardonnable, on va dire. Voilà. Est-ce que tu avais des potes ou des amis avec qui tu partageais des répliques? Tu sais, où tu parlais de films avec eux, Non, j'étais tout seul. Moi, j'ai une enfance où je n'ai manqué de rien. Encore une fois, j'ai eu une mère et une grand-mère tout à fait remarquables. Et je n'étais pas du tout malheureux, mais j'étais seul. J'étais profondément seul. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de ne pas sombrer dans une marginalité, quelle qu'elle soit, à l'époque. Mais le fait que je me réfugie tant au cinéma qu'au théâtre, etc., n'est pas anodin non plus. Donc je pense que cet abandon relatif que j'avais de mes petits camarades à l'époque m'a aidé aussi à certains choix, m'a permis de grandir peut-être différemment, mais peut-être mieux aussi quelque part. Moi, je voyais le monde à travers les films et ce monde-là était sympathique. Voilà, parce qu'il ne faut pas tout dire aux enfants. Donc, et les films ne disent jamais tout. Donc on espère beaucoup de choses quand on grandit avec le cinéma. Ce n'est que beaucoup plus tard, à la fin du lycée, que j'ai connu aussi... C'était pas les autres les responsables, j'étais aussi très peu sociable. Il y avait aussi des cons, mais j'étais très peu sociable. J'en étais un autre, de cons parmi les autres. Mais à la fin du lycée, oui, là, il y a eu quelques rencontres sympathiques. Et en école d'art dramatique, alors ça a été
ça a été formidable. J'y suis rentré à 18 ans et là, il y avait des cinéphiles très, très avertis. Quel film, ou quels films t'a fait passer de consommateur à cinéphile? Ah, cinéphile, pardon. Genre où tu t'es dit, ah, c'est ça le lapsus. cinéma. Genre où tu Ah, as je eu crois, une ouais. autre notion, genre où tu t'es dit, putain, c'est plus que juste un divertissement. Il y a quelque chose, je sais pas si. Alors, il faut se rappeler, même si je suis encore très très jeune et surtout très mince, que je viens quand même d'une génération où les parents nous laissaient tout regarder, hein. Ouais. Et des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Est-ce un bien ou un mal? Un peu des deux, sûrement. Et pour répondre clairement à ta question, moi j'ai eu vraiment un accessite particulier avec le cinéma d'Henri-Georges Clouzot. Et on était très jeunes quand on regardait ça, on était tout petits même, hein. Mais on regardait Les Diaboliques, qui est un film et un récit tout à fait exceptionnel, hein. C'est un film de 54 avec Vera Clouzot, avec Simone Signoret, Paul Meurice, qui est absolument impérial dans le drame comme dans la tragédie. Et là, l'esthétique des Diaboliques, le récit, l'objet justement, ce film-là, enfin, l'œuvre d'art que pouvaient en faire à chaque fois des gens comme Clouzot, comme Autant Lara à cette époque-là aussi, comme certains autres, hein. Pas beaucoup, mais certains. Là, ce produit fini parfait, un peu comme s'il n'avait pas été touché par la main de l'homme, m'a vraiment fait dire oui, en effet. Là, on passe à quelque chose. C'est quelque chose qui peut être à la fois très divertissant, ce qui n'empêche pas d'être artistique, et qui peut être aussi seulement artistique, ou pourquoi pas même que beau. C'est pas impossible aussi. Il faut tout pour divertir et pour ne pas divertir, pour réfléchir plus ou moins fort. Voilà, on peut risquer la migraine en fonction de ce qu'on nous raconte, mais on peut aussi risquer les éclats de rire. Mais là, j'étais gamin. J'en étais gamin devant ça et on tremblait devant ce film qui est horrible pour des gamins à regarder. C'est presque un film d'horreur pour les enfants, Les Diaboliques. Je connais pas du tout. Enfin, je connais de réputation. C'est mais- exceptionnel. Ok. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui encore, hein, quand je le regarde, c'est la fin. D'ailleurs, le panneau, tu as un panneau à la fin du film qui te dit « Ne soyez pas diabolique, ne dévoilez pas la fin du film à vos amis ». C'est vraiment le podium. Ok. Quel film te touche, ou en tout cas te fait peut-être plus pleurer, ou te touche le plus si ça te fait pas pleurer? Cinéma Paradiso. Voilà, Cinéma Ah, ouais. Paradiso. Alors je sais que dans Cinésphère, il y a quelques récalcitrants. Il y a aussi des grands amoureux de ce film. Mais Cinéma Paradiso, c'est le plus beau film du monde, tout simplement. Il est sorti dans une version courte de 2 heures, parce que c'était le premier long métrage du réalisateur, et qui, après le succès international qu'il a eu, est rapidement sorti dans sa version intégrale de 2 heures 3/4. Et c'est un hymne au cinéma. C'est un hymne à l'amour que porte ce personnage au cinéma. Et c'est une époque qui n'existe plus, donc c'est le témoignage d'une certaine façon de raconter aussi, car le cinéma italien est très différent du cinéma français pour cela, surtout dans le mélodrame, mais ça se passe après-guerre, ça se passe à une époque où le cinéma était le seul divertissement pour les villages, pas seulement en Italie, hein, un peu partout, et ce petit garçon qui est amoureux de ce cinéma, qui est amoureux du cinéma, qui partage aussi cette relation paternelle avec le projectionniste, c'est une épopée. On le voit grandir. En contrepoint de cette histoire, il y a aussi toute une histoire d'amour à côté de ça qui est merveilleuse. La musique de Morricone, qui est inégalable et inégalée, je pense. Enfin voilà, Cinéma Paradiso reste, j'en suis convaincu, sans être chauvin, le plus beau film du monde. Et maintenant, connaissant la fin, j'ai l'avantage de pleurer dès le début. Là, complètement à l'inverse, quel film te fait toujours autant rire? Quel ou Oscar. quel film, bien sûr. Oscar de Ah ouais? enfin, tu vois le lapsus de Funès, non pas de Funès. Oscar d'Édouard Molinaro, voilà, avec de Funès, qui est tiré donc de la pièce de théâtre, hein, de Claude Magnier, Oscar, avec laquelle il avait fait succès avant le film et même après encore, hein, jusqu'au théâtre du Palais Royal au début des années 70. Et Oscar, c'est une mécanique exceptionnelle, servie par le plus grand comique de la seconde moitié du XXe siècle. De Funès nous fait là un parcours d'une heure et demie. Et ce qu'il y a de sympathique dans ce film, Oscar, c'est un film sans ellipse. Tiens, le temps du film, c'est le temps de l'action, c'est le temps du récit. Ça se passe en 1h30, le film dure 1h30. Ok. Et pour le coup, on voit ce côté mouche dans un bocal,
qu'est De Funès à se débattre avec cette situation-là. J'ai peut-être aussi un peu d'affection pour ce film parce que c'est un vrai huis clos. Ça vient d'une pièce de théâtre aussi, même si j'aime un cinéma très différent également, hein, mais Oscar, cette partition remarquable, époustouflante, et très très bien accompagnée, parce que De Funès est exceptionnel, mais il n'y a que de bons comédiens dans Oscar, que ça. Mais je ris toujours autant. Là, j'avoue, je pourrais le regarder 1000 fois. C'est sans doute le film que j'ai le plus vu, mais je ris toujours autant. Je crois pas l'avoir vu, mais en fait, je me dis petit, j'ai vu beaucoup de Funès, mais je sais pas si celui-là je l'ai vu. Je le connais évidemment de réputation et tout, mais c'est le genre de truc où je me dis, je me rappelle absolument pas. Donc, Mais l'intrigue est terrible. Donc, quand on est gamin, il faut sans doute le voir plusieurs fois pour comprendre l'intrigue. Mais à l'âge adulte, ça sera un vrai biscuit pour toi. Vraiment. Ok. Maintenant, le film qui t'a le plus choqué. Choqué, ça c'est intéressant. Il n'y en a pas qu'un. Alors si je devais en choisir qu'un, si sûrement, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est parce qu'on nous faisait regarder beaucoup de choses quand on était petit, et sous prétexte, là le film auquel je pense, sous prétexte que c'était un film avec Belmondo, et qu'il était très accessible pour beaucoup de générations, quand on était gamin, on nous mettait aussi devant le docteur Popol. C'est un film qui tombe complètement dans l'oubli. Je crois qu'on doit être en 72, il me semble. C'est un film de Claude Chabrol. Entendu parler. C'est Claude Chabrol, Belmondo. C'est pas rien. C'était quand même le budget à l'époque. Hein. Et c'est un film, je crois que les gens essaient d'étouffer le plus possible, d'oublier. Parce qu'il est pas assumé. Mais Belmondo a eu cette intelligence de faire un contre-emploi avec un immense talent, déjà, parce que le contre-emploi, c'est pas évident, et il y arrive. Et ce médecin, dans ce film-là, est certainement un des personnages les plus immoraux, le plus immoral du cinéma français de cette époque-là. C'est un film abject, avec tous les concours de moche, cette femme trompée, la belle-sœur enceinte, enfin, c'est, oh là là, mais tous ces meurtres autour de ça, enfin, et puis, ce sont les méchants qui gagnent. C'est ça qui est curieux. Et donc, voilà. Mais j'aime bien être choqué. Hein. J'ai jamais quitté une salle. Mais là, celui-là, quand il est raide. Voilà, il est raide. Tu m'as rendu Vraiment. super curieux. Ah bah, bon courage pour le trouver. Chez moi. Mais il n'est pas évident à trouver. Et encore dans des copies très, très... Parce qu'il n'a jamais été restauré, pour le coup, tellement les gens cherchaient à l'oublier. Non. Il y a eu une toute petite exploitation DVD, mais il n'est jamais passé en Blu-ray, donc il doit être foutu. Une exploitation DVD, tout comme VHS, n'était pas restaurée. Donc, moi, quand je le projette chez moi, je te jure, il faut avoir l'estomac solide, parce qu'il est quand même difficile à regarder esthétiquement. Ok, parce que c'est vrai qu'on a fait un 3 films sur Belmondo avec Guillaume et Benjamin. Et c'est vrai que celui-là n'est jamais venu sur le tapis. Guillaume est un fan de Belmondo, mais c'est vrai qu'il ne nous a jamais parlé de celui-là. Je ne sais même pas s'il sait qu'il existe. Si j'avais su, j'aurais choisi celui-là. Mais après, dans vos choix, on m'en a parlé de ces 3 films. Vous auriez dû y mettre L'Incorrigible. L'Incorrigible, c'est un Belmondo exceptionnel. Philippe de Broca, Michel Audiard, Georges Delerue. C'est là que je me rends compte que je suis né trop tard. Moi. C'est lequel, L'Incorrigible ? C'est un film de 75, donc c'est un grand mythomane en fait. C'est un gars qui s'invente plusieurs vies. Oui, je l'ai vu. J'ai pas aimé. Si c'est celui que je pense. Ah mince. Non, je confonds. C'est pas Moi, c'est avec un mec qui écrit des histoires plutôt, un romancier. Ah, c'est le Magnifique. C'est le Magnifique. Non, c'est celui-là que j'ai pas aimé. Le Magnifique. C'est de Broca aussi. C'est pas la musique de Delerue. Je crois que c'est Claude Bouling qui l'a fait. C'est l'année d'avant. Moi, le Magnifique, je pense que c'est un peu plus pour les enfants. Même si la fin part complètement en vrille, avec quand même Vittorio Caprioli et Belmondo qui partent ensemble en tandem, laissant cette pauvre dame à plat ventre dans la boue. Non, c'est vrai, je sais pas ce qu'ils bouffaient à la cantine, mais enfin, tout devait pas être autorisé, je pense. Hein. Mais alors que L'Incorrigible, l'année d'après, moi, c'est exceptionnel. Ok. Très bon. Très bon. Il faudrait que je vienne plus souvent à la radio. J'utilise rarement autant de superlatifs. Ça me ferait peut-être du bien dans la vie de paraître un peu plus positif. Et bien alors justement en parlant de positivité, quel film détestes-tu ? Genre soit que t'as passé un très mauvais moment ou soit que tu te dis mais putain mais pourquoi on a ce genre de film quoi ? Enfin tu t'es dit mais j'y arrive pas à passer un bon moment du tout devant ce film.
Détester, C'est compliqué, hein. c'est un bien grand mot parce que ça voudrait dire que, enfin, quand on lit la Pléiade, on n'aime pas toute la Pléiade. Et pourtant, c'est édité à la Pléiade. Donc, on n'est pas là pour décerner des prix. Mais détester, il y a des films dont je ne comprends pas le succès, en revanche, par exemple. Ou que je ne comprends pas tout court. Moi, par exemple, la Guerre des Étoiles, sans le détester, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas l'histoire. Je comprends pas qu'il y en ait autant, je sais plus où ils en sont. Puis en plus, il paraît maintenant qu'ils tapent à côté, il y a des spin-offs, je sais pas, on appelle ça, ou Ouais, aussi c'est au ça. cinéma. Exactement, ouais. T'as vu, je suis du vocabulaire. Hein. Donc je suis complètement largué par rapport à ça. Alors c'est pas que je déteste, mais je suis complètement imperméable en fait. Je suis, c'est pas de la détestation, mais c'est de l'imperméabilité. C'est après un film que je déteste, non, il y a des mauvais films. On peut passer des instants épouvantablement compliqués, mais je vais toujours au bout. Hein. Ouais. Je quitte jamais la salle, je vais toujours au bout. Il y en a des mauvais, hein. mais détester, non, c'est plus de l'incompréhension. Alors je comprends pas Le Seigneur des Anneaux, je comprends pas la Guerre des Étoiles. J'aime beaucoup Harry Potter, en revanche, c'est plus clair comme histoire, c'est un peu plus linéaire, tu vois. C'est vrai. Mais après, Matrix, il m'a fallu du temps. Mais bêtement, c'est plus intelligible que le reste, hein, quand même, hein, Matrix. Ok. Hein. Voilà, partons du principe qu'il n'y ait que 2 couleurs de pilules différentes, voilà, ça on comprend plus facilement. Voilà. Mais détester, non, je vois pas. Être insensible, oui, ne pas comprendre un succès. Imperméable, mais détester, non. Je suis un être positif. Alors là, Pour ceux qui me connaissent, c'est la blague de l'année. là, c'est pas forcément un film que tu as trouvé merveilleux ou quoi que ce soit, mais une scène de film qui t'a énormément marqué. Même ça peut être un film moyen, mais cette scène, ou ça peut être un film fabuleux aussi, hein, mais une scène qui t'a marqué, dans n'importe quel sens que tu veux. Alors, je vais rester joueur, je vais essayer de trouver une scène qui m'est marquée dans un film que je n'ai pas encore cité, dont je n'ai pas encore parlé. Une scène qui m'a ému, mais plutôt larmes ou plutôt quelle que soit l'émotion. Ça peut être n'importe quelle émotion, ça peut être le choc, ça peut être l'esthétisme, ça peut être le beau, ça peut être n'importe quoi en fait, ce qui te vient. J'ai toujours eu, et c'est pas le cas de grand monde, mais j'ai toujours eu, parce que je suis très client de ça, moi, une grande affection pour un film de Louis Malle, qui doit dater de 59, je crois. C'est une adaptation du roman de Raymond Queneau. C'est Zazie dans le métro. Et Zazie dans le métro, c'est une histoire complètement délirante, hein, et qui, particulièrement dans le film, il n'y avait pas que sur le Magnifique, hein, qui prenait des acides à la cantine, hein, mais dans le film, ils sont partis sur la fin, mais dans un délire qui va encore bien plus loin que le roman lui-même. Il y a aussi Vittorio Caprioli, tout comme dans le Magnifique aussi d'ailleurs, et Vittorio Caprioli qui prend des allures de Duce, sur lequel on fait tomber un piano à queue à la fin pour le faire taire. Enfin, on part dans un truc. Et le film s'arrête aussi violemment qu'il n'a démarré, un peu comme le roman. Mais toute cette esthétique-là, à la fin, où on a un Louis Malle. Louis Malle, c'est pas ça, hein, d'habitude. Louis Malle, c'est aussi Au revoir les enfants, quoi. C'est une autre limonade, hein. Je crois que c'est lui qui a fait Le Voleur aussi, Louis Malle. Donc, ce sont des histoires quand même assez différentes. Mais là, l'esthétique de cette fin complètement délirante et de certaines courses aussi m'ont toujours marqué. Mais il faut être prêt, hein. Pour regarder Zazie dans le métro, il faut pas y aller à jeun. Même en tant que spectateur, voilà, il faut être prêt, il faut en parler avant. Il faut prévenir les gens, et puis après, il faut se lancer, et on en ressort soit en me demandant pourquoi j'ai montré ça, mais en tout cas en gardant à l'esprit un esthétisme. Mais je crois qu'il n'y a que ça, des scènes qui marquent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et après, si j'avais voulu être chauvin, j'aurais dit, moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, là, pour le coup, pour citer un film que j'avais déjà cité, c'est Cinéma Paradiso. Quasiment à la fin, quand ils se retrouvent, hein, toute la scène dans la voiture... C'est 9 minutes de larmes, mais le Niagara à la fonte des neiges. Raconte-nous chronologiquement, enfin à peu près, hein, quels ont été tes acteurs, actrices favoris d'enfant à aujourd'hui? Et pareil avec les réalisateurs. Est-ce que tu as une évolution à te dire au début je regardais beaucoup de ça, mais après en grandissant un peu plus de ça, etc.
je suis très très fidèle. Moi. Alors, je suis très attaché au cinéma français, au cinéma comique. Donc bien évidemment, en tête de cortège, vous l'aurez tous compris, il y a Louis de Funès. Mais derrière de Funès, il y a aussi toute cette génération d'acteurs, mais aussi de réalisateurs, hein, comme Jean Giraud, comme Molinaro, comme Weber. Après, pour venir un peu plus vers nous, même s'ils ont tous œuvré, comme Lautner, naturellement, Georges Lautner, et avec Lautner aussi, même toutes les frappes de l'époque. Moi, je suis un grand fanat de Michel Audiard, avec Gabin, même avec Lefebvre, hein, à l'époque, avec d'Alban, Paul Meurice, qui a aussi fait des comédies tout à fait exceptionnelles avec Lautner, avec le monocle riz jaune, ou le monocle noir, l'œil du monocle. Tous ces films-là, le cinéma de Michel Audiard lui-même, quand il était réalisateur, comme le Cri du cormoran, Le soir au-dessus des jonques, ou Comment réussir quand on est bête et pleurnichard, con et pleurnichard, pardon, ou Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause, etc. etc. Tous ces films-là, moi, je les ai toujours connus, j'ai vraiment grandi avec. Donc, et puis il m'en manque toujours. Voilà. Il faut avoir des lacunes importantes. C'est assez intéressant, ça. C'est-à-dire se dire que, par exemple, en littérature, j'aime beaucoup Romain Gary, mais je n'ai pas lu tout Gary à 44 ans. Et même si j'ai vu davantage de films de Lautner que je n'ai lu de romans de Gary, il me reste encore quand même un ou deux films de Lautner que je n'ai pas vus. Parce que j'ai envie d'attendre un peu. Alors, c'est pas souvent les meilleurs hein, qu'on n'a pas vus, parce qu'ils sont pas toujours faciles d'accès. Mais non, j'ai toujours été très fidèle. Moi, je pense pas. Je pense que j'ai toujours aimé De Funès et je l'aimais de plus en plus. J'ai toujours aimé Molinaro, je l'aimais de plus en plus aussi. Mais c'est un cinéma, comment dire, un cinéma de papa, comme j'adore Claude Berry, comme j'adore Yves Robert, naturellement, ou Pierre Richard. Mais ça, c'est aussi peut-être davantage générationnel. Mais je crois que c'est un bloc de gens. Je ne pense pas pouvoir me faire une chronologie. Parce que je les ai toujours aimés, je les aimerai toujours. Aujourd'hui, il y a quand même des réalisateurs ou des acteurs que tu suis un peu, ou tu es content qu'ils plus spécialement? Non, parce que j'y vais rarement. Alors c'est vrai que je vis un peu dans le passé, parce que je suis souvent un petit peu déçu, mais je vais rarement au cinéma voir quelque chose de très précis. J'y vais parce qu'une histoire m'intrigue, ou parce que j'aime bien un comédien, ou effectivement, occasionnellement, un réalisateur, pourquoi pas, comme Tim Burton, mais bon, il n'a pas démarré cette année, Burton. Ça fait 40 ans qu'il réalise. Hein. Mais il était bien avant, mais je trouve qu'il a eu une descente assez vertigineuse. On vieillit tous. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Spielberg, parce que je sais que tu aimes beaucoup. Oui, absolument. Oui, parce que je ne suis pas mer. seulement en France, hein, même si j'y suis principalement. J'adore aussi le cinéma italien et anglais et américain aussi, de manière plus parcimonieuse, le cinéma américain, mais j'aime beaucoup Steven Spielberg, qui connaissait très bien d'ailleurs le cinéma de Truffaut, dont j'ai l'intégrale chez moi et que j'adore aussi. Enfin voilà, mais il y en a tellement. Le nouvel Hollywood, t'as un peu suivi? Genre, non, genre avec Coppola, Scorsese, tout ça, un petit peu quand même? Alors Scorsese, oui, mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'il est sur le truc. Donc pour le coup, quand je regarde After Hours, je regarde un film des années 80 américain que j'aime beaucoup. Mais il s'avère que c'est un des premiers films de Scorsese. Sofia Coppola. Alors je parlais de Francis Ford, moi, mais après Sofia... Francis Ford. Francis Ford, à part le Dracula, je pourrais pas t'en dire d'autres. Okay. J'ai adoré Polanski, que j'aime toujours d'ailleurs. Enfin, du moins ses films, hein, je vis pas avec. Et puis la fille Coppola qui a fait un des plus beaux films qui soit. Elle a fait Lost in Translation, dont je ne me suis jamais remis. Il est magnifique. Bon, j'ai plus d'attache pour Virgin Suicide parce que j'ai grandi avec quand j'étais adolescent. Ouais. Mais c'est vrai que Lost in Translation est magnifique. Alors là, on va parler de salles de cinéma. Mais quelles sont tes meilleures ou tes pires expériences de salles de cinéma? Genre, qu'est-ce que tu as? Alors que ça peut être une claque que tu as prise justement parce que tu étais dans le cinéma, ou ça peut être aussi une mauvaise expérience à cause des gens. Enfin, voilà. Les pires expériences, c'était certainement les salles les plus impersonnelles. C'est-à-dire les grandes salles extrêmement équipées et qui pourtant sont vides, ou sont faites de gens qui n'osent pas rire. Ah, ouais. Et ça, c'est une question de génération. Quand on sortait
vu que le dernier est sorti, mais quand on sortait à l'époque, y a-t-il un flic pour sauver le président, il y avait plus de places vendues que de sièges. Et on finissait dans les escaliers à attendre l'ouvreuse, et c'était une époque où on riait ensemble. Et ça me manque terriblement, ça. L'époque où on riait, où on pleurait ensemble, et maintenant c'est beau, c'est grand. C'est très très climatisé, de quoi se choper une pneumonie même. Et surtout c'est froid. On passe à la confiserie, il n'y a plus d'ouvreuse dans les salles. Et souvent à la confiserie, ils oublient de sourire, parce que je ne sais pas si c'est une passion ou pas, mais même s'il n'y a pas de saut-métier naturellement, mais on sent bien que ça les emmerde de travailler. Donc c'est froid. Moi j'ai beaucoup de mal avec le cinéma d'aujourd'hui, les cinémas d'aujourd'hui. Si tu dis que je digresse un peu, mais que c'est une question de génération, par exemple, le fait que les gens se lâchent peut-être pas assez. Est-ce que tu as la même sensation au théâtre, que les gens se lâchent moins c'est dans différent. le public ou non? C'est différent. Au théâtre, c'est la foule qui fait le rire. Voilà. Si tu as 10 pélos, ils vont pas oser se marrer. S'ils sont 50, ils vont commencer à rire à gorge déployée. Voilà. Au cinéma, c'est quand même terrible ce que le cinéma devient. Le cinéma est déserté de plus en plus. Et souvent parce que le cinéma a voulu faire nombre et a oublié aussi ce côté intimiste des petites salles. Le cinéma Carnot à l'époque à Agen, il y avait des grandes salles. Il y avait la salle 3 qui était la plus grande, il y avait la 2, mais il y avait la 6 et la 7 aussi qui étaient des toutes petites choses, tu vois, mais il y avait cette intimité-là. Voilà, il y avait ce cursus-là d'un film qui démarrait très fort en salle 3, qui finissait en salle 7, ou qui démarrait pas bien, mais qui finissait en salle 3. Les gens étaient là. Les gens étaient là tout le temps. Voilà. Mais la culture, d'une manière générale, se consomme aujourd'hui d'une manière très différente. Et la dictature sanitaire que nous avons connue il y a quelques années maintenant a complètement flingué ça. Mais complètement flingué. Et nos métiers, d'une manière générale... Mais certains métiers en particulier, plus que d'autres. Il leur faudra des années pour en guérir, ça c'est évident. Mais ils guériront. Et tu vas pas un peu plus, par exemple, dans justement des plus petites salles de cinéma, comme, là on va être très niche, messieurs, dames, mais parler par exemple du montreur d'images à Agen. Donc les salles d'arrêt et essai. C'est pas des petites salles, les c'est pas des monteurs petites d'images. salles, c'est des grandes salles. C'est de l'art à essai, mais c'est pareil. Voilà, c'est des délégations de services publics, c'est pas leur argent déjà, c'est l'argent du contribuable. Je comprends pas, moi, qu'on ouvre une troisième salle alors qu'on a du mal à remplir les deux premières. C'est navrant de ne pas arriver à remplir les deux premières. C'est navrant. Et c'est pas leur faute à eux. C'est encore une fois pour toutes les raisons que j'évoquais. Les montreurs d'images à Agen sont certainement ceux qui ont la meilleure politique tarifaire, une politique tarifaire de proximité, où il y en a pour tout le monde, pour tous les portefeuilles, avec des propositions pertinentes, mais pertinentes. Je ne plaisante pas du tout, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, ce qu'ils font, mais ça ne suit pas, le public ne suit pas. Donc là, rajouter une salle... alors que les deux premières, alors on me dira 1000 bonnes raisons. Voilà, il y a 1000 bonnes raisons d'avoir fait une troisième salle. Il y en a 1000, c'est peut-être même 2000. Mais ce ne sont pas des petites salles. Et ces propositions-là, et c'est pas grave que ce ne soit pas des petites salles, et leurs propositions peuvent être aussi des propositions populaires. Voilà. Comme moi, il ne me paraît pas normal que le cinéma Georges Raymond ait son logo AREC, et ça ne me paraît pas anormal de voir Superman au montreur d'images. Voilà, c'est une économie différente, le cinéma d'art. C'est une délégation de service public, c'est pas un exploitant privé. Voilà, ce sont des économies différentes, mais ce sont des gens bien partout, en tout cas. Moi, c'est un truc qui me fait rêver. Alors, là, je repars sur le côté petite salle, parce que c'est vrai que je me suis mal exprimé par rapport au montreur d'images. Ça m'arrive de croiser d'aller dans des villages où ils ont réellement un petit cinéma avec la diffusion d'un film ce soir, quoi. C'est ça, Absolument. Y a pas de... Et ça fait un peu rêver de se dire, là, c'est événementiel. Tout le monde dans le village va aller voir ce film-là parce qu'il n'y a que celui-là qui est diffusé en fait. Et c'est ce qui reste de cette époque-là. Tu vois, c'est ce dont parle le cinéma Paradiso. C'est des petits villages, c'est des petits trucs, c'est là où c'est le spectacle principal. Voilà. Et il faut que ça soit une fête, il faut que ça soit une sortie. Et le théâtre aussi, le concert aussi, et la bibliothèque aussi, et le cinéma plus que le reste, parce que c'est lui qui a le plus souffert il y a 5 ans de ces fermetures et de cette nouvelle façon de consommer le film aussi. Mais oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et c'est heureusement que ça existe encore, ça. Et je pense que ça renaîtra d'ailleurs, y compris des petites salles dans les grandes villes et les villes moyennes. Ah ouais?
Ok. Ah oui, moi j'en suis c'est sûr. bien. Moi, dans une trentaine Tu- d'années, je pense vraiment, Tu vois, ça, c'est quelque chose, tu une es démarche très, qui peut très sauver le cinéma. optimiste, Fred, c'est bien. Ah oui, non, bah, je vais crever dans la nuit. Là, j'ai pas d'autre solution. Je vous dirai adieu en fin d'interview, parce que là, je me suis retenu pendant des années. C'est peut-être pour ça que je lâche tout avec toi. Mais, Voilà, et du coup, justement, restons dans l'optimisme. Maintenant, quelle est ta meilleure expérience cinéma? Cette époque où on faisait tout ensemble, et la meilleure, elle était à Arcachon. Et là, pour le coup, je reparle encore de Cinéma Paradiso, où voilà, à la fin du film, la salle entière s'est levée pour applaudir. Voilà, je n'avais jamais vu ça. Ben, j'étais petit, je ne l'ai jamais revu après. Voilà, une salle pleine se lever et applaudir en pleurant en applaudissant, ça marche dans les deux sens, c'était particulièrement émouvant. Ah oui, tu Et m'étonnes. mérité vraiment. Applaudir un écran, c'est debout. En Mm. plus, on voit pas ça tous les jours. Et là, tu l'avais déjà vu quand tu l'as vu à ce moment-là? Non, c'est la première fois, Arcachon. Ah oui. J'avais 7 ans, hein, Ah oui, ok. et ma mère m'avait fait un chantage affectif tout à fait remarquable. Ça m'avait dit, c'était avec Philippe Noiret, tu l'as vu déjà dans telle comédie. Alors, c'était pas une comédie, elle le savait naturellement. Même si il y a beaucoup de légèreté aussi dans ce film. On se marre aussi. Et donc voilà, elle m'avait négocié ça. Et la première chose que j'ai faite en rentrant à Agen, c'est aller le revoir avec elle. Ouais. Quel film aurais-tu adoré découvrir au cinéma à l'époque de sa sortie? Genre pour découvrir l'engouement avec tout le monde. Oh, un gros de Funès, là, je crois vraiment. Je pense que j'aurais adoré, quel qu'il soit. Alors, si je devais en choisir un, c'est plutôt Le Petit Baigneur. Parce que c'est toute l'équipe des Branquignoles, qui était une troupe de théâtre. C'est Robert Derry, Colette Brossé. Et c'est l'apogée de Funès, où la queue se faisait sur tous les cinémas des Champs-Élysées pour aller le voir. Et là, j'aurais aimé. Ouais. Peut-être celui-ci davantage, parce qu'il est plus burlesque. C'est un humour peu plus musical aussi. Et alors là, pour le coup, avec une brochette d'acteurs, enfin, formidable. Là, j'aurais aimé, là. Oui, vraiment. Allez, voilà ma réponse, le petit baigneur. Je pourrais en citer 1000 autres, hein, mais je vais garder Le Petit Baigneur. Très bien. Quelle adaptation aimerais-tu voir à l'écran? Ça peut être adaptation de tout, pas forcément de roman, mais ça peut être une adaptation de roman. Et donc, il n'a pas été faite, alors, hein, c'est ça. Alors qui n'a pas été faite ou que tu trouves qui aurait pu être mieux faite. Je dis ça parce que moi j'ai raté le coche d'un truc que je voulais dire, c'était... Enfin, je dis ça, j'ai pas vu celui de Truffaut, alors je peux pas vraiment critiquer, mais je me suis tellement fait en tête Fahrenheit 451 quand je l'ai Ah, mais il est bouquiné. formidable. J'adore ce livre. Non, mais il est très bon. Hein. Et je trouve que les gens parlent beaucoup... Alors j'ai pas vu celui de Truffaut, mais je trouve Ah, que mais regarde-le. les gens qui... Je sais pas si la paranoïa est bien mise en scène en fait. Parce que je trouve que c'est un grand morceau du livre, on n'en parle pas assez. Le livre, on parle beaucoup du concept, on parle beaucoup bah voilà, du fait que les gens brûlent les livres, etc. Mais le côté paranoïaque du personnage, je trouve que voilà, c'est hyper important. Et je sais pas si dans celui de Truffaut, on le sent, ça, on le ressent. C'est très au-delà de ça. C'est le genre de film que j'ai voulu voir en plein confinement, et c'était très exactement ça. C'est très exactement la France que Macron nous propose, ou que le reste de l'Europe aussi, en ayant fait ça. C'est cette dictature, si elle n'est pas sanitaire, elle est culturelle. Si elle n'est pas culturelle, elle est politique. Il y a un petit côté Brésil aussi, hein, d'ailleurs, hein, dans ce film-là. Moi, souvent, je les mets à côté pour ça, mais c'est profondément dictatorial, c'est profondément paranoïaque, c'est une société policière terrible, avec des drones qui surveillent tout le monde. C'est la France du confinement. Moi, ça m'avait vraiment heurté. Je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Je l'ai revu il y a 4-5 ans. Donc, non, Truffaut a fait un très très bel effort avec ça, vraiment. Mais moi, je cherche toujours, du coup, l'adaptation. L'adaptation, c'est que... Attends... Et puis, ou alors, à défaut, que j'en trouve une qui était mal faite. Alors, non, peut-être que j'aimerais bien qu'on reprenne les feuilletons originaux de Pierre Souvestre et de Marcel Alain, les auteurs de Fantomas, qui sortaient ça donc, dans le premier quart du XXe siècle, hein, et dont Louise Feuillade s'est beaucoup servi pour faire les premiers Fantomas, je pense que c'était en 1914 et 15, il me semble, dans ce qui est le plus beau du cinéma muet en France, quoi. Et Louis Feuillade étant un des premiers réalisateurs tout à fait exceptionnels.
Et après, Fantomas a été conjugué de plein de façons différentes, hein. De plein de façons différentes. Et pour le coup, en mode comédie avec De Funès, en mode plus sérieux dans les années 30 aussi, avec des policiers beaucoup plus sombres. À la télévision, je crois que c'est Chabrol aussi qui en a fait à la télévision d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui avait adapté quelques trucs. Et depuis, plus rien. Donc une belle adaptation, mais bien noire, tu vois. En refaire un vrai policier étendu, pourquoi pas même un peu fantastique. Parce que Fantomas, il est un peu fantastique aussi. C'est un peu un personnage de légende. Là, ça m'amuserait de voir ça, ouais. Vraiment, pas du tout une suite à ceux de Funès, mais hop, on reprend un original et on le réadapte aujourd'hui avec les mêmes personnages, mais voilà, dans une optique tout comme dans les années 30. Les premiers Fantomas parlants aussi étaient très très sombres. Là, ça serait bien, voilà. Là, j'ai trouvé. Ceux de Funès, je m'en souviens pas trop, mais le fait que tu mentionnes De Funès, je me dis, il y avait quand même, c'était plus léger du coup. Alors, il y avait une certaine légèreté, mais il y avait un côté très, très baroque, hein, quand même. Okay. Hein, parce que il y avait quand même une petite trouille, quoi. C'était des comédies d'aventure. Voilà. C'était des comédies d'aventure. Et une époque où De Funès prenait le dessus sur Jean Marais. Parce que le premier Fantomas, c'est Jean Marais la vedette. Hein, mais bon, ça n'a pas été longtemps, quoi. Et après, le deuxième Fantomas est beaucoup plus assumé par rapport à la place de De Funès. Et le troisième, c'est carrément un one-man show de Funès. Mais tellement exceptionnel aussi. Avec, pour le coup, la plus grande frustration pour Jean Marais. Que représente le cinéma pour toi ? Qu'est-ce que tu aimes dedans ? Ou qu'est-ce qui est le plus important dans un film pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte ? Je m'évade. Je m'évade immédiatement. Il y a des voyages douloureux quand le film est douloureux, mais il y a des voyages aussi qui sont très légers. Beaucoup de légèreté. Je me rends compte aussi parfois que dans une vie où tout le monde se plaint, il y a pire. Voilà. Ou parfois, ça peut aider à grandir aussi, mais c'est l'évasion. Voilà, c'est l'évasion. C'est un voyage sympathique la plupart du temps, dont on ressort toujours grandi. C'est de l'évasion. Très bien. Et dernière question, c'est plus, oui. C'est plus fichu comme un petit jeu. Mais il faut que tu crées ton film parfait. De quoi vaguement ça peut parler ? Avec quels acteurs que tu verrais bien dedans ? Quel genre de film ? Quel réalisateur ? Pourquoi pas ? Enfin, ce qui te vient. Essaie d'inventer un petit peu. Alors, bien sûr, ça n'existe pas, le film parfait. Peut-être que c'est des choses qui colleraient, que si tu le faisais en vrai, ça collerait absolument pas et ça serait très nul. Mais là, dans ta tête, un truc que tu te dis, franchement, ça pourrait être pas mal que ça existe, un truc comme ça. Le film où il y a tout ce que tu aimes dedans, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait... Tiens, je vais rebondir encore sur Fantomas. Il y en a un qui s'est pas fait. Donc, j'aurais aimé, moi, Fantomas à Moscou. On va dire réalisé quelques années après avec un De Funès un peu plus vieux. Donc, pourquoi pas réalisé par Polanski plutôt qu'André Hunebelle. Ça serait quand même sympathique. Avec toujours une musique de Michel Magne. Non, remarque, il est mort très jeune, le pauvre garçon. Donc, pourquoi pas une musique de François de Roubaix, voilà, qui était quand même contemporain et un peu dans le même trip, avec une génération un peu plus jeune aussi de l'époque, tu vois, un peu plus en avancé dans les années 70, pourquoi pas des gens comme l'Ermite et Clavier qu'il aurait rencontré avant l'heure, ou les Charlots, voilà. Qui ont fait sur 15 films, ils en ont fait au moins 2 très bons, ça aurait fait 3 quoi. et pour le coup voilà, j'aurais aimé ce petit mélange là, moi, tu vois, parce que De Funès devait tourner avec Polanski, ça s'est pas fait. Fantomas à Moscou était écrit, c'était pas fait. Donc tu vois, il y a moyen de refaire un petit peu l'histoire comme ça, de s'inventer des petites choses nouvelles. J'aurais aimé ça. Carrément. Bon, ben merci beaucoup. C'était très intéressant. En tout cas, ça m'a. Là, je me dis, en raccrochant et quand on va quitter le podcast, je ne peux pas finir l'année sans avoir vu Cinéma Paradiso parce que c'est. Ah ben oui. N'en parle pas à Benjamin Burch, hein. Surtout. Oui, je sais, voilà. on en a déjà parlé. Il m'en a fait sa critique. Il faut en parler à Erwan Lacaze. Je pense qu'il lui a été très touché par ce film-là. Et pour les bonnes raisons, c'est fou. C'est marrant d'ailleurs parce qu'Erwan, quand il a appris pour Benjamin, me dit « Mais tu l'invites encore chez toi ?» Je dis « Ben oui. » Les gens sont stupéfaits que je fréquente des gens qui n'aiment pas Cinéma Paradiso. Donc j'en connais quelques-uns, j'en connaissais avant Benjamin, hein, mais Paradiso, je sais pas, il n'a pas dû mettre le doigt dedans, c'est dommage. C'est dommage. Mais il passe à côté d'un truc.
il me parle aussi des fois de musique classique qu'il connaît pas, ou il y sera n'aime pas, hein. imperméable. Mais je pense il a pas qu'il soit beaucoup de mal avec la imperméable. musique classique. Je vois pas comment c'est Mais je possible, crois- mais Je crois qu'il la connaît pas, moi. Parce que Benjamin est un homme érudit, profondément instruit et cultivé. C'est quelqu'un d'un immense talent et c'est une éponge. Et pas un sac à gnôle comme moi. C'est une éponge qui peut justement absorber beaucoup de choses et ça en fait partie. Alors moi après, il y a des choses que j'aime beaucoup, mais que j'écoute avec plus de parcimonie que d'autres. Hein. Après. Voilà, il y a des étapes entre ne pas aimer le classique et le connaître davantage. Voilà. Même si classique, ça veut rien dire. Le classicisme, c'est le 18e. Hein. Au 17e, c'est le baroque. Au 19e, c'est le romantisme. bien Bon. sûr. C'est Classique, ça une veut façon de rien dire parler. non plus. C'est des musiques Absolument. orchestrales, on va dire. Mais moi, je sais que mes enfants, bon, au-delà des comptines, des chansons pour enfants et tout, je sais qu'ils accrochent beaucoup plus facilement avec la musique classique, justement, qu'avec toute autre Ouais. sorte de musique, en tout cas petit. Comme si c'était quelque chose de... Je sais pas, ça semble logique pour eux, en fait. Mais c'est un engrenage très facile une mécanique très C'est pour ça que facile à déclencher. c'est compliqué pour moi de me dire Mm. qu'on n'accroche pas. J'ai l'impression que c'est foncièrement humain d'accrocher sur ce style de musique. C'est juste Mais tellement techniquement Moi, je crois vraiment beau, qu'il connaît pas. Moi, je pense qu'il connaît pas. peut-être. Ouais. Parce que s'il connaissait certaines choses, il pleurerait de bonheur. Et son seul regret serait de ne pas l'avoir connu plus tôt. C'est un regret tout à fait acceptable, hein, d'ailleurs. On lui pardonnera bien. Hein. Mais je suis sûr que ça n'est que pour ça. Parce qu'on peut pas être insensible à ça. Et Cinéma Paradiso, même s'il n'a pas adoré, je ne pense pas que ça fasse partie des films qu'il ait détestés, pour reprendre la question de tout à l'heure. Donc pour le coup, voilà, il y a peut-être pas le bon moment. Il y a aussi parfois C'est le ça. bon moment pour regarder un film. Hein. Moi, je sais que c'est le cinéma qui m'a initié un peu à la musique classique. C'est bête, mais c'est Amadeus. Ce film fait partie de mon top de mes films favoris. Et je trouve que ce film m'a montré ce que c'était en fait la musique, mais à travers les yeux de Salieri. Quand Salieri est subjugué par la musique de Mozart, mais je suis subjugué. Hein, je me dis, comme Salieri, je me dis c'est un génie. Alors après, est-ce que c'en est un ou pas, voilà quoi. Mais enfin évidemment. Mais le truc c'est que c'est que c'est le cinéma qui m'a initié à la musique classique du coup. Mais c'est bien. Encore une fois, il y a des tas de portes d'entrée. Il faut les saisir. Moi, je te dis, hein, via De Funès, j'ai connu Guitry. Via le cinéma, j'ai connu la musique de film. Via la musique de film, la musique classique. Via la musique classique, le piano. Via le piano, les grandes orgues, etc., etc. Donc ça a été à chaque fois un cheminement intéressant. Voilà, ça aide à grandir. Ça aide à grandir, vraiment. Et à vieillir aussi, d'ailleurs. Ça aide aussi à vieillir, hein, vraiment. C'est d'une manière ou d'une autre. Hein. Pas physiquement, hélas, sinon je serais toujours jeune et beau. Mais là, défaut, mes chemises me servent de robe de grossesse. Mais on vieillit bien quand même intellectuellement. C'est déjà ça de prix. Bon, je te souhaite une très bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée. Merci Fred. Merci beaucoup. Avec joie. Et à la prochaine pour un prochain épisode de Cinésphère peut-être. Voilà. Avec plaisir. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.